Bonjour et bienvenue à Parlons Justice. Aujourd'hui à l'émission, nous abordons la thématique des troubles du voisinage ainsi que les obligations que nous devons tous et toutes respecter afin de bien vivre en société. Pour ce faire, nous recevons Maître Mélissa Médérose, notaire de formation et juriste au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, Madame Geneviève Laramé, adjointe clinique et développement à la Direction générale de l'Alternative Outaouais, et finalement, Maître Geneviève Bertrand, chef de section à la section pénale des affaires juridiques de la Ville de Gatineau. Bonjour et bienvenue à Parlons Justice, l'émission d'information juridique présentée par le Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Mon nom est Maude Bégin-Robitaille, avocate et responsable des communications pour les Centres de justice de proximité du Québec, vos organismes d'information, d'orientation et de soutien pour mieux connaître vos droits et vous y retrouver dans le système de justice. Aujourd'hui à l'émission, on traite d'un sujet très intéressant, les troubles du voisinage. Un vieux proverbe nous dit qu'il est plus important de choisir ses voisins que de choisir sa maison. C'est vrai que qu'on soit propriétaire d'un terrain ou locataire d'un appartement, parfois les comportements de nos voisins peuvent nous causer bien des problèmes. Et c'est à ce moment-là qu'on se demande quoi faire. Dois-je avoir recours aux tribunaux pour faire cesser le problème ou est-ce qu'il existe aussi d'autres alternatives qui peuvent nous aider à régler nos conflits? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons comme d'habitude notre juriste du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Bonjour, Maître Mélissa Médérose. Vous êtes notaire de formation. Oui, exactement, notaire de formation et juriste donc au Centre de justice de proximité de l'Outaouais depuis maintenant 1 an et demi. Ça s'en vient bien. Oui, c'est ça. On reçoit aussi deux invités avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Madame Geneviève Laramé, qui est adjointe clinique et développement à la Direction générale de l'Alternative Outaouais. Bonjour, Madame Laramé. Bonjour. Vous allez pouvoir nous parler aujourd'hui de la médiation et aussi des services, évidemment, de l'Alternative Outaouais. Oui, et tout particulièrement notre programme Résolution. Oui, super. Bonjour, Maître Geneviève Bertrand, notre autre invitée. Vous êtes avocate à la Ville de Gatineau, donc chef de section à la section pénale des affaires juridiques de la Ville. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Vous allez pouvoir nous parler aujourd'hui des différents règlements municipaux. Certains touchent les troubles de voisinage, d'autres, au contraire, vont vraiment venir encadrer ce qu'on peut faire avec un terrain, avec une propriété. Donc, on va discuter de tout cela ensemble aujourd'hui. Merci d'être avec nous, tout le monde. On va commencer avec Mélissa. Commençons par la base, encore une fois, pour nos auditeurs. C'est toujours comme ça qu'on commence l'émission. Qu'est-ce qu'un trouble de voisinage? Bien, en fait, un trouble de voisinage, il n'y a pas de définition officielle. Mais on pourrait dire qu'un trouble de voisinage, c'est un inconvénient qui va à l'encontre des règles qui sont prévues là, dans le Code civil du Québec là, et qui encadrent les relations là, entre voisins. Donc, ça pourrait toucher des problématiques comme les arbres, les clôtures, encore le bruit. Donc, c'est des exemples d'articles qui sont prévus là, dans le Code civil du Québec. Donc, même s'il n'y a pas de définition officielle, il y a des règles qui encadrent. Donc, on ne peut pas dire qu'on est à 100% maître chez soi. Il faut respecter certaines règles. Exactement. Donc, en fait, il y a une croyance. Donc, je suis propriétaire chez moi, donc je peux faire tout ce que je veux. C'est pas vrai. Donc, en fait, le droit de propriété, donc, ça permet, oui, effectivement, le droit de jouir, d'user de notre droit de propriété et le droit de, aliéner notre bien si on voudrait aussi. Donc, ça nous donne beaucoup de possibilités, mais en fait, il faut respecter aussi les limites de nos voisins. Par exemple, si je veux faire des travaux chez moi, bien, il ne faut quand même pas que j'aille empiéter sans demander la permission chez mon voisin. Donc, oui, je suis libre d'user et de jouir de ma propriété, mais dans les limites là, des autres. C'est comme on dit, je suis beaucoup dans les proverbes aujourd'hui, la liberté des uns se termine ou commence celle des autres. Donc, on a des droits, mais il faut respecter nos voisins. Une chose que je me demande, moi, c'est comment on réussit à savoir dans une situation de voisinage, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal? Quand est-ce qu'on dépasse la ligne, en fait, de l'abus, justement, de nos droits?
Oui, bien c'est ça. En fait, c'est ça, la loi le dit clairement, tu sais, c'est ça. Donc, on est obligé de tolérer les inconvénients qui sont normaux dans le voisinage, mais on n'est pas obligé de tolérer ce qui est anormal. C'est justement, la ligne est difficile là, entre ce qui est normal et anormal. On va, par exemple, considérer, si, par exemple, mes voisins, c'est une jeune famille, bien, je vais m'attendre justement à devoir tolérer peut-être des cris d'enfants, des pleurs de bébés naissants. Tu sais, ça, c'est ce qu'on considère comme des inconvénients qui sont normaux. Mais ce qui est anormal, dans le fond, c'est qu'on va juger, il y a un peu comme une définition, on va dire que c'est un trouble qui est récurrent, qui nous cause un préjudice. Quand on dit récurrent, ce n'est pas une situation qui va avoir arrivé une seule fois, donc qui va se répéter dans le temps, qui va vraiment nous causer un dommage. Et évidemment, là, on va regarder aussi le critère de gravité. Donc, il y a un exemple cocasse là, avec un coq. Si, par exemple, je serais propriétaire d'un coq et que j'habite en campagne, mon coq qui chante à 5 heures du matin, pour mon voisin qui habite à 10 km, ça ne sera pas une problématique. Par contre, si j'habite comme ici à Gatineau, mon voisin est plus près à quelques pieds, je ne suis pas certaine qu'il va approuver. Donc, on va regarder aussi la gravité là, du trouble. Là. Et je pense aussi qu'une chose qu'il faut se rappeler, c'est que ce qui est normal pour les uns n'est pas nécessairement normal pour les autres. Comme l'exemple que tu nous donnais, ce qui est normal à la campagne ne le serait pas en ville, ce qui est normal dans une zone industrielle, par exemple au niveau des odeurs, ne le serait pas en ville non plus. Exactement. Donc, ça permet vraiment là, en fait, il faut prendre en compte l'endroit où on est, littéralement, notre situation. Donc, c'est beaucoup du cas par cas. Avez-vous d'autres exemples des tribunaux? Oui, en fait, la jurisprudence, là, qui est les décisions, dans le fond, qui ont eu lieu devant les tribunaux, elles débordent. Au niveau des troubles de voisinage, il y a différentes situations. Par exemple, je pourrais vous donner, quelqu'un qui usait un poêle à bois, les odeurs, puis il brûlait des saletés. Ça a été considéré comme un trouble de voisinage. Je pense, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? J'en ai déjà vu avec une lumière, une grosse lumière sur un terrain. Oui, c'est ça, c'en est un, justement, un projecteur de surveillance, puis le voisin se plaignait parce que ça l'empêchait de dormir la nuit, parce que la luminosité était beaucoup trop grande. Il faut faire preuve de bon sens et de jugement aussi. Là. Oui. On met pas une lumière comme ça là, qui pointe chez le voisin, on est sûr d'avoir des plaintes. Exactement. Comment ça fonctionne pour les locataires? Parce que là, on a beaucoup parlé, Mélissa, de propriétaire, là, de quelqu'un qui a un terrain qui est maître chez lui jusqu'à une certaine limite. Mais quand on est en appartement, on est collés les uns sur les autres. Il peut y avoir des situations, on pense surtout au bruit, qui sont dérangeantes. Comment ça fonctionne pour les locataires, le trouble de voisinage? Bien, en fait, les locataires ont une obligation de respecter les autres locataires, leur permettre une jouissance paisible là, qu'on appelle des lieux. Mais l'obligation première revient au locataire. Donc, quand je parle de locataire, on parle du propriétaire. Le propriétaire doit s'assurer que tous les locataires puissent avoir une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du bail. Donc, quand il arrive une problématique, le locataire, dans le fond, peut s'adresser à son propriétaire qui va devoir agir, on appelle ça le critère de la personne prudente et diligente, mais par exemple, donner un avertissement au locataire qui fait, par exemple, trop de bruit. Donc, la personne qui vit là, le trouble de voisinage s'adresse à son propriétaire va pouvoir aller avertir. Là. Bon, c'est bien de le savoir. Oui. Il faut s'adresser au propriétaire. On ne peut pas, nous-mêmes, j'imagine, aller taper du balai sur le plafond du voisin. C'est jamais une bonne idée de se faire justice soi-même ou on peut amener plus de troubles qu'autre chose. Là. Tu disais tout à l'heure, Mélissa, que dans le Code civil du Québec, il y a plusieurs choses qui sont encadrées en matière de troubles de voisinage. Tu parlais des arbres. Il y a des règles qui sont prévues au Code? Oui, donc c'est ça. Dans le Code civil du Québec, on a on a des règles très larges, là, comme je vous disais, qu'on dit, on a une obligation, monsieur, madame, tout le monde, là, d'accepter les inconvénients normaux, mais on en a qui sont spécifiques. Donc, il y en a sur les arbres. Par exemple, il y a une disposition qui va venir dire qu'on est, si par exemple, les branches du voisin s'avancent vers mon terrain et qui nuisent sérieusement à l'usage que moi je fais de mon terrain, bien, je pourrais contraindre mon voisin à couper les branches de son arbre. Donc, ça, c'est un exemple de disposition. J'ai vu des cas, des fois aussi, là, de résine qui tombait sur le pare-brise de la voiture et puis ça faisait en fait, des bris sur la voiture ou, c'est ça, des racines. Donc, c'est des cas qu'on voit souvent. Il fait de l'ombre à ma piscine. Oui. Mais ça, c'est le genre de cas où on ne peut pas justement se faire justice à soi-même et puis aller nous-mêmes couper l'arbre. Maître Bertrand, je crois qu'il y a des règlements municipaux aussi qui parlent de ces choses-là.
Et en matière d'arbres, effectivement, on a des règlements municipaux à ce sujet-là. Un propriétaire ne peut pas juste décider de couper un arbre. De toute façon, il doit obtenir les autorisations. Donc, c'est certain qu'il y a des critères pour déterminer si l'arbre va pouvoir être coupé, si c'est ce qu'on veut faire. Mais si on veut seulement couper certaines branches, bon, c'est un peu plus simple comme processus. Mais oui, il y a des règles à suivre. Puis souvent, les gens omettent de se conformer à ces règles-là. Et ce n'est pas parce que, ultimement, l'arbre ne peut pas être abattu, mais ils ont omis de se conformer au processus et demander les autorisations nécessaires, et c'est là que les problèmes peuvent commencer. Donc oui, il faut consulter les autorités municipales lorsqu'on veut soit couper un arbre ou vérifier si, en enlevant une partie, donc plusieurs branches, si ça peut justement demander une autorisation. Parce que j'imagine qu'un arbre sain, on ne coupe pas ça comme ça, là. Un arbre centenaire qui a encore toute sa vigueur, tandis qu'un arbre malade, c'est une autre histoire, là. Donc, c'est pour ça, j'imagine que les autorisations sont là pour encadrer. Il y a des inspecteurs qui vont étudier la demande pour vérifier si ça peut être approuvé. Tout ça. Il y a aussi des règlements municipaux, j'imagine, sur les clôtures, peut-être pas en matière de troubles de voisinage, mais on ne peut pas construire n'importe quoi sur son terrain non plus. Une grande clôture de béton de 18 pieds, j'imagine que ce n'est pas permis par les règlements de la ville. Non, effectivement, en matière de clôture, au niveau de ce qu'il y a à respecter pour les règlements municipaux, bon, on parle des matériaux, on parle de hauteur, on parle de distance. Il y a toutes sortes de choses qu'il faut vérifier avant de se construire une clôture, parce qu'effectivement, on risque de dépenser et de se munir d'une clôture qui, par après, pourrait être problématique. Et là, on s'expose à recevoir des constats d'infraction pour avoir contrevenu aux règlements municipaux. Une chose que j'avais vue, là, c'était qu'on ne pouvait pas toujours mettre une clôture en façade là, jusqu'à la rue, là, littéralement, pour fermer un peu notre maison. Là, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Non, effectivement, à cause du champ de visibilité et tout ça. Donc, il y a des règles à respecter. C'est toujours mieux de consulter les autorités avant de faire ce genre de travaux. Mélissa, je reviens avec toi. Concernant les clôtures, dans le Code civil du Québec, on parle beaucoup, par exemple, des clôtures mitoyennes, la fameuse clôture qu'on veut ériger en deux propriétés. Qui elle appartient? Qui la paye? La grande question. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus des clôtures? Oui, bien en fait, dans le Code civil du Québec, il y a un article justement qui prévoit qu'on pourrait contraindre notre voisin donc à mettre sur la ligne séparative là, des deux terrains une clôture ou une haie, là, moyennant la moitié des coûts. Donc, c'est ce que prévoit la loi. Évidemment, tu sais, c'est ça. On ne peut pas non plus forcer notre voisin à payer pour une clôture là, très, très luxueuse, tu sais, si on n'a pas les moyens. Exactement. Fait que ça a des cas là, qu'on a vus justement où la personne ne voulait pas payer pour la clôture. Ça est allé devant la cour, mais la personne, elle ne laissait pas le choix. Elle n'a pas pris le modèle standard. Là. C'était comme vous dites, là, une clôture en... Maître Bertrand, il y a d'autres règlements municipaux aussi. Je pense au bruit, aux animaux, aux nuisances. Je me souviens du patelin où on avait l'obligation de promener nos chats en laisse. C'était un règlement municipal qui existait sur les animaux. J'imagine que vous avez aussi beaucoup de règlements sur les animaux là, ici à la Ville de Gatineau. Oui. On a effectivement, tous les règlements que vous avez mentionnés sont des règlements qu'on a à la Ville de Gatineau, spécifiquement un règlement sur les animaux qui encadre là, justement qu'est-ce que ça implique d'avoir des animaux dans la ville, parce qu'on doit suivre certaines dispositions et ça peut engendrer des fois des troubles de voisinage. Donc, les animaux qui sont errants, les excréments qui sont non ramassés, les aboiements de chiens répétitifs. On a justement une attente de ne pas nécessairement se faire importuner par des aboiements qui pourraient devenir un désagrément. Donc, tous ces cas-là peuvent engendrer des constats d'infraction, justement, lorsqu'il y a des situations de la sorte. Mais on a un règlement également sur les nuisances qui peut également être une autre source de troubles de voisinage, donc des gens qui amassent des matières sur leur terrain. Et des ordures, quelque chose comme ça. Exactement. On peut parler d'odeurs nauséabondes et tout ça qui deviennent un désagrément pour les voisins. On a aussi le bruit, vous le mentionnez tout à l'heure. Donc, en matière de bruit, il n'y a pas une heure particulière dans le règlement. Ah oui, comme c'est pas tel. 11 heures, le mythe, c'est à 11 heures pour arrêter de faire du bruit. C'est sûr qu'à une certaine heure de la journée, il y a une expectative différente en après-midi qu'on a à 11 heures le soir. Donc, c'est lorsque le bruit qui est produit par un appareil sonore vient à troubler la paix de quelqu'un. Donc, c'est ça la notion et c'est du cas par cas qu'on doit analyser chaque situation. Je pense qu'aussi à la Ville de Gatineau, là, vous avez été très, très en avance sur les
les règlements concernant les animaux dangereux, les chiens dangereux, c'est quelque chose que vous avez ici aussi. C'est certain qu'avant que ça fasse les manchettes, on avait déjà, nous, à la Ville de Gatineau, un règlement qui encadrait les chiens potentiellement dangereux. Les types de races qu'on peut avoir, ces choses-là? Effectivement. Okay. Donc, on avait déjà déterminé que certains chiens sont considérés potentiellement dangereux de par leur race, Okay. et d'autres chiens qui ont un historique de morsure, par exemple, donc qui ont déjà attaqué, peuvent être considérés comme potentiellement dangereux. Et à partir de ce moment-là, il y a certaines dispositions qui s'appliquent. Et donc, les propriétaires de ces chiens-là, si on leur permet de les garder, ils devront respecter des règles très strictes. Okay. Et ça existait déjà. Je vous dirais que dans la dernière année, on a même renforcé ces règlements-là au niveau d'amendes plus sévères là, pour être conséquent avec ce que le gouvernement avait adopté. C'est intéressant. Ça fait beaucoup de règles, par exemple, à retenir pour les gens. Je ne sais pas s'il y a une adresse où ils peuvent aller. J'imagine que sur le site web de la Ville, vous avez toutes ces informations-là? Oui, effectivement, les règlements de la Ville de Gatineau sont tous sur le site web, donc on peut les consulter au besoin. Parfait. Donc, pour nos auditeurs, on va faire défiler l'adresse du site web de Gatineau. Donc, si vous avez des questions sur les règlements municipaux et surtout, avant de construire votre clôture, vous pouvez aller voir ces fameux règlements et bien vous informer. Mélissa, de ton côté, peut-être une autre source à présenter pour les citoyens, s'ils veulent avoir un peu toute l'information qu'on a dit ce matin là, pour la première partie de l'émission sur les troubles de voisinage. Où est-ce qu'ils peuvent trouver l'information? En fait, un site qui est super intéressant, c'est le site web d'Éducalois. Donc, Oui. éducalois.qc.ca, c'est un site web où est-ce qu'on a des capsules d'informations juridiques, même des vidéos. Il y en a un, justement, sur les arbres, là, très cocasse. C'est vulgarisé aussi sur Éducalois. Le texte est écrit clairement. Oui, exactement. Donc, c'est fait pour que monsieur, madame, tout le monde n'ait pas besoin d'avoir fait un cours en droit pour comprendre la disposition parce que, bon, on ne se cachera pas, là, mais des fois, les dispositions ne sont pas si claires. Donc, c'est super intéressant, un super bel outil, là. Excellent. Bien, on va vous le faire défiler aussi, là, le site web. Donc, une autre belle ressource à consulter pour nos auditeurs. J'aimerais qu'on passe maintenant au recours, à qu'est-ce qu'on fait quand on vit une situation de trouble de voisinage et que là, ben, on a atteint notre limite, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on fait, Mélissa? Bien, en fait, Mettons pour les locataires, on va commencer par eux. Hein. Ouais. Bien, en fait, bon, comme je le disais tantôt, quand un locataire vit un trouble de voisinage, il va avertir son propriétaire. Le propriétaire, une fois qu'il a averti le locataire fautif, pourrait s'adresser, si le comportement n'arrête pas, s'adresser à la régie du logement pour demander la résiliation du bail du locataire qui est fautif parce que lui a une obligation de procurer la jouissance paisible des lieux à tous ses locataires. Si, dans le cas où le locataire qui subit le trouble de voisinage, bon, s'est adressé à son propriétaire, puis finalement le propriétaire ne fait rien, lui aussi pourrait s'adresser à la régie du logement. Puis à ce moment-là, soit obtenir une diminution de loyer pour le trouble que ça lui donne, là, ou encore demander la résiliation du bail là, dans des cas encore plus difficiles. Là. Donc, les deux peuvent faire des démarches un après l'autre si on voit que vraiment là, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a plusieurs recours là, qui peuvent se faire. Exact. Au niveau des propriétaires maintenant, comment ça fonctionne si on a un trouble de voisinage? J'imagine que les petites créances peuvent nous venir en aide. Oui. Bien, en fait, ça dépend de ce qu'on recherche. Oui. Si ce qu'on veut, c'est une compensation monétaire pour le trouble qu'on a subi, bien, à ce moment-là, si on a un cas en bas de 15 000 donc des dommages en bas inférieurs à 15 000 on va pouvoir s'adresser à la Cour des petites créances, par exemple, pour obtenir compensation. Mais si ce qu'on veut, c'est plutôt faire cesser le trouble. On veut que notre voisin arrête de faire du bruit. L'injonction, on l'appelle. Exactement. Donc, l'injonction qui pourrait être obtenue auprès de la Cour supérieure. Là. Okay. Une chose importante, c'est sûr que, des fois, de discuter avec le voisin, ça peut être une option. C'est sûr. Ça peut être une option. Des fois, il y a des gens qui sont même pas conscients qui causent un trouble de voisinage à leur voisin. Donc, des fois, peut-être juste de le mentionner. Puis, une autre chose aussi, c'est qu'avant même de s'adresser à la régie aux petites créances ou peu importe, là, on a une nouvelle obligation légale depuis le 1er janvier 2016 dans notre Code de procédure civile qui demande, dans le fond, à ce que les personnes considèrent d'autres façons de régler leurs conflits que de passer par les tribunaux québécois. Donc, la médiation, la négociation, qui sont toutes des modes alternatifs là, au règlement des conflits. Les fameux modes PRD, comme on dit dans le jargon. On a une vidéo d'ailleurs du site web d'Éducalois dont on a parlé tout à l'heure qui explique bien les modes PRD. Là, donc, pour nos auditeurs, ça va peut-être vous permettre de mieux comprendre cette nouvelle obligation du nouveau Code de procédure civile de considérer les modes alternatifs de règlement des conflits avant d'aller devant les tribunaux. On regarde ça tout de suite et on revient après. Bien des situations peuvent se transformer en problèmes juridiques. Et quand un problème devient trop gros,
le premier réflexe, c'est souvent le tribunal. Alors le chemin vers la solution peut devenir compliqué, coûteux et long. Mais le tribunal, est-ce le bon moyen pour régler ce problème? Une importante réforme du système de justice a lieu en 2016. La procédure civile évolue, les règles qui s'appliquent quand on s'adresse aux tribunaux changent. Le tribunal ne peut plus être le premier réflexe pour régler un conflit. Il est obligatoire de considérer d'autres moyens. Il faut envisager d'autres façons de chercher une solution. Est-ce qu'une forme de négociation pourrait régler le conflit plus vite? Un médiateur aiderait-il à trouver un terrain d'entente? Bref, il existe toutes sortes de moyens qui pourraient permettre de résoudre le problème efficacement. Avant de choisir le tribunal, il pourrait être avantageux de bien y réfléchir. Après avoir considéré ses choix, il restera toujours la possibilité de s'adresser au tribunal. Pour plus d'informations, consultez educaloi.qc.ca. Je pense que c'est vraiment très clair avec cette vidéo-là, cette nouvelle obligation. Pour nous en parler plus, pour nous présenter en fait des méthodes alternatives de résoudre nos différends, Madame Geneviève Laramé, peut-être pouvez-vous nous parler du programme Résolution de l'Alternative Outaouais? Oui, tout à fait. Je voudrais juste d'abord préciser que c'est vraiment pas en lien avec la nouvelle loi. Ça existe depuis longtemps. Oui, c'est ça. En fait, ça existe depuis 10 ans dans la région. Donc, c'est quelque chose qui est sur pied et qui fonctionne là, depuis plusieurs années. Donc, il a déjà fait ses preuves et justement, l'idée de base, c'était de favoriser la communication entre les gens. Donc, justement, favoriser la communication entre les voisins qui vivent la problématique. Voilà pourquoi ce genre de programmes ont été mis sur pied. Puis, pourquoi nous, l'Alternative, on soutient ce type de programme-là, puisque justement, on souhaite les modes alternatifs là, plutôt que les moyens judiciaires. Donc, comment ça fonctionne un peu au programme Résolution, votre service? Comment on y fait appel? C'est quoi le processus? Bien, en fait, c'est très simple, finalement, pour les gens qui vivent une problématique. Ils peuvent simplement nous contacter par téléphone, par courriel, considérant que c'est un service, gratuit, puisque c'est des bénévoles. C'est important de le dire, oui, c'est gratuit. C'est souvent le petit plus qui peut faire changer les gens d'idées et puis faire le premier contact avec nous. C'est ça, c'est un service qui est offert par des bénévoles. Donc, on laisse soit un message sur la boîte vocale ou on nous envoie un courriel. Le dossier est transféré là, à un bénévole de notre équipe qui a été formé puis qui est encadré là, par nous-mêmes. Puis ensuite de ça, ça peut commencer là, aussi vite que dès le premier appel là, de la part du bénévole. Donc, le bénévole va pouvoir évaluer c'est quoi justement la situation comme telle, c'est quoi les besoins surtout de la personne, parce que justement, un peu comme Mélissa l'a mentionné tantôt, le besoin de la personne va avoir un gros impact là, sur la solution qu'on peut choisir. Là. Est-ce que c'est la médiation, les solutions? C'est une des solutions. Ouais, il y en a d'autres, j'imagine, aussi? Oui, nous, on va principalement travailler avec la médiation qu'on dit citoyenne, puisque c'est offert par une équipe bénévole. Mais c'est sûr que, nous, les gens qui nous appellent puis qui ils veulent eux-mêmes prendre vraiment le lead là-dedans, on peut les encadrer, là, les coacher, si on veut, à aller justement parler directement aux voisins là, dans une première optique. Là, puis, c'est un soutien, un accompagnement qu'on peut faire là, avec les personnes qui communiquent avec nous. Et évidemment, soit par la suite ou dans la même occasion, on peut aller vers le processus de médiation qui est dans le fond une rencontre là, avec deux de nos bénévoles médiateurs. Je tiens à le préciser avec nous, mais c'est ça, une rencontre entre les deux voisins qui ont accepté de participer là, volontairement. Pouvez-vous nous parler un peu rapidement, là, je vois que le temps file dans l'émission aujourd'hui, c'est toujours ça qui nous arrive à la fin. J'aimerais beaucoup ça que vous nous parliez des avantages de la médiation versus avoir recours aux tribunaux. Moi, je pense immédiatement à la rapidité aussi du processus. Oui, c'est sûr que oui, la rapidité peut être un avantage. Bon, je l'ai mentionné, dans notre cas, c'est gratuit, mais d'une façon ou d'une autre, souvent, c'est à des coûts moindres. Mais je dirais, pour moi, le principal avantage, c'est vraiment le côté là, humain. Oui. Et donc, ça permet vraiment aux gens de se rencontrer, de se parler. Aussi, Mélissa l'a souligné tantôt, tu sais, des fois, les gens ne sont même pas conscients
qui causent un problème à leurs voisins. Donc, il y a vraiment une prise de conscience qui peut se prendre, puis, tu sais, juste le fait de s'asseoir avec l'autre personne, puis de prendre le temps de discuter, ça a vraiment un gros impact. Puis, tu sais, il faut se rappeler que, tu sais, au-delà de la problématique, mis à part déménager, notre voisin va rester notre voisin. Donc, tu sais, je veux dire, si on va au tribunal, tu sais, puis dans certaines situations, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui va répondre aux besoins, puis ça, on est tout à fait d'accord là-dedans, mais tu sais, même, ça n'empêche pas que les gens puissent bénéficier aussi, par exemple, de nos services, parce que après, tu sais, on espère qu'il y a une communication qui va quand même se rétablir. Justement, pour pouvoir améliorer, là. Donc, pour moi, c'est l'avantage principal, vraiment l'approche, là, qui est plus humaine. Mais c'est super intéressant, ça répond à ma question. C'est terminé pour aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas eu le temps de tout passer, mais c'est le cas avec ces émissions-là d'habitude. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Geneviève Laramé, Maître Geneviève Bertrand et notre juriste, Maître Mélissa Medeiros. Pour nos auditeurs, si vous avez des questions sur ce qu'on a discuté aujourd'hui, je vous invite, comme d'habitude, à consulter les différentes ressources qui ont été présentées durant l'émission. Sinon, comme toujours, vous pouvez appeler à votre centre de justice de proximité de l'Outaouais pour avoir plus d'informations sur vos droits, comment s'y retrouver dans le système de justice, des informations aussi sur la médiation, sur les autres services qui sont disponibles pour vous. C'est terminé pour nous pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée puis on se revoit bientôt. Le Centre de justice de proximité de l'Outaouais a pour mission de faciliter l'accès à la justice pour les citoyens et citoyennes de la grande région de l'Outaouais en leur offrant des services d'information juridique gratuits, de soutien et d'orientation offerts en complémentarité avec les ressources existantes. Vous pouvez contacter votre centre de justice de proximité par courriel à outaouais@cjpqc.ca ou par téléphone au 819-600-4600 ou encore sans frais au 844-606-4600. Nous sommes aussi présents sur le web à www.justicedeproximité.qc.ca et aussi sur Facebook et Twitter.